Surjective, injective, bijective, t'y comprends rien du tout? Bouge pas, ton toit algébrique et ton gars sûr. Je t'explique tout de suite au moyen d'exemples et des définitions ce que signifie une surjection. Épisode précédent, on a fait ce schéma pour expliquer ce qu'est une injection. Si tu ne l'as pas vu, check voir sur mon profil ou dans la description. Qu'est-ce donc une surjection? Eh bien, on va se donner deux ensembles, un ensemble grand X et un ensemble grand Y. Et une application f, c'est-à-dire une fonction qui part de grand X et qui va dans grand Y, dit autrement, qui prend un élément de grand X, par exemple petit b, et le transforme en petit 1. Et de même, elle transforme tous les autres éléments comme ceci. Alors pour rappel, la définition d'une application ou d'une fonction, c'est quasiment pareil. Quand vous êtes passé dans le supérieur à changer une fonction ou une application, c'est quelque chose qui est caractérisé par l'ensemble de départ, très important, et l'ensemble d'arrivée, et la relation entre les deux, représentée ici par les flèches. Si la relation ou l'expression que vous avez l'habitude de manipuler au lycée est la même, mais que l'ensemble de départ change, l'objet général n'est plus la même fonction. Et de même, si vous changez le y, l'ensemble d'arrivée. Eh bien, une fonction est une surjection quand, comme ici, dans grand Y, l'ensemble d'arrivée, tout le monde est atteint par quelqu'un dans grand X, et ce via l'application f. Eh bien, comme une fonction dépend de l'ensemble que je mets au départ et de l'ensemble que je mets à l'arrivée, une fonction qui est surjective, c'est une fonction pour laquelle, dans l'ensemble d'arrivée grand Y, tous les éléments ici admettent au moins un antécédent. Et vous voyez qu'ici, c'est bien le cas. On a trois éléments, 1, 2, 3, et ils ont tous un antécédent. 1 a pour antécédent B, 2 a pour antécédent, par exemple, C, et 3 a pour antécédent A et D. La surjectivité en soi ne dit rien sur le nombre d'antécédents qu'on a. Elle dit juste que tout le monde est atteint au moins une fois. Donc comme vous le notez ici, il peut y avoir des doublons, c'est-à-dire des éléments distincts dans grand X qui ont la même image. Ici, vous avez l'exemple d'une application qui n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que le bonhomme ici est un miskin, il n'a pas d'antécédent. Donc maintenant qu'on a vu ces schémas, on va passer à la définition formelle. Une application f entre deux ensembles grand X et grand Y va être surjective si et seulement si, pour tout petit y dans grand Y, il existe un x dans grand X, tel que y est égal à f de x. Autrement dit, tout le monde dans l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Une autre façon dont c'est formulé, c'est de dire que l'équation y égale f de x admet toujours au moins une solution. L'article Wikipédia développe un exemple sympa pour illustrer concrètement ce que ça signifie, les notions d'injection, surjection, etc. Et donc je vous fais un résumé dans la description, prenez le temps de bien la lire pour mieux visualiser la situation. Prenons donc un exemple. Comme dit avant, la notion de surjectivité dépend de l'ensemble ici grand Y que j'ai mis à l'arrivée. Donc intuitivement, plus on réduit grand Y, plus on a entre guillemets de chances d'être surjective, puisqu'il y aura moins d'éléments pour lesquels il va falloir chercher un antécédent. D'ailleurs, notez que pour des ensembles finis, il y a des cas triviaux où on peut ajuster l'injectivité et surjectivité. Par exemple, s'il y a strictement moins d'éléments dans grand X que dans grand Y, on sait que l'application ne pourra jamais être surjective. Genre là, vous avez 4 éléments, par exemple, et imaginons qu'ici, il y en ait eu 8. Et bien, étant donné que chaque élément de l'ensemble de départ a une image, et bien, les 8 ne pourront jamais être atteints. Ce raisonnement fonctionne aussi pour les différents types de cardinaux infinis. Et de même, si on augmente l'ensemble grand X, on augmente entre guillemets les chances de rendre l'application surjective, car il y a beaucoup plus d'éléments vers lesquels pointer à l'arrivée en passant par f. Maintenant, considérons cette fonction. Perdu, tu t'es fait avoir, ce n'est pas une fonction. Je t'ai déjà précisé tout à l'heure qu'une fonction c'est défini par le triplet ensemble de départ, ensemble d'arrivée et la relation entre les deux. Écoute-moi un peu quand je parle. Ceci, c'est une fonction. Et on peut constater que cette application-là n'est pas surjective. Pourquoi? Eh bien, elle arrive dans les réels, et ce ne sont pas tous les réels qui admettent un antécédent par l'application x carré, un antécédent qui est dans R. Par exemple, l'équation x carré est égal à moins 1 est impossible dans R, puisque aucun réel au carré vaut moins 1. Pourtant, moins 1 est bien un nombre réel ici à l'arrivée. Donc l'application n'est pas surjective. Mais comme on le disait tout à l'heure, si on restreint cet ensemble-là à l'arrivée, eh bien on fabrique une application qui cette fois est surjective. Pourquoi? Parce que si je prends n'importe qui de positif ici, je peux toujours trouver au moins un réel tel que son carré donne ce gars positif. Par exemple, si A est dans R+, eh bien la racine carrée de A ou moins la racine carrée de A sont deux réels qui, en passant dans la fonction carrée, donneront A. Et de même, en changeant l'ensemble de départ et en adaptant l'ensemble d'arrivée,
je fabrique cette fois une nouvelle fonction qui, elle, est surjective. Oui, parce que tout nombre complexe admet une racine carrée qu'on appelle la racine carrée principale et son opposé qui est moins la racine carrée principale. Oui, oui, vos profs vous ont encore menti. Les nombres complexes admettent bien une notion de la racine carrée qu'on appelle la racine carrée principale. J'en parlerai une autre fois. Et une petite précision, si on note l'ensemble im de f, qui est inclus dans y, l'ensemble d'arrivée de f, qui s'écrit aussi f de grand X, ensemble de départ, c'est-à-dire l'ensemble qui contient tous les petits f de x, petit x appartenant à grand X, c'est l'ensemble de toutes les images de grand X par petit f. Et bien par définition de cet ensemble, l'application petit f de grand X sur son image, attention ici c'est un ensemble, est toujours surjective. Donc en fait la surjectivité ça se réexprime comme est-ce que y, l'ensemble qu'on a mis à l'arrivée, est égal à l'image de f. Maintenant quelques petites propriétés comme on avait fait pour le cas injectif. Si j'ai deux applications f de grand X dans grand Y et g de grand Y dans grand Z, toutes les deux surjectives, alors j'ai que g rond f est surjective. Attention, je reprécise que g rond f c'est une application qui va de grand X dans grand Z, c'est-à-dire qu'on applique d'abord à un petit x dans grand X f, on va dans grand Y, et à ce f de petit x qui est dans grand Y, on applique g, qui nous donne donc g de f de petit x qui est dans grand Z. Et de même, on a un autre énoncé, c'est si g rond f elle-même est surjective, alors nécessairement la fonction g elle-même était surjective. Il n'est pas possible que g rond f soit surjective, c'est-à-dire atteigne tout le monde ici, sans que g elle-même le soit, parce que si on n'atteint pas quelqu'un ici par g, on ne peut pas le faire non plus pour g rond f. Et une autre propriété un peu plus bizarroïde, si g est injective et si g rond f est surjective, alors on peut conclure que petit f est elle-même surjective. Montre ça en commentaire. Et enfin une caractérisation un peu abstraite mais très sympathique, qu'on utilise beaucoup aussi en théorie des catégories, qui nous dit que f est surjective si et seulement si c'est un épimorphisme. C'est-à-dire qu'elle vérifie cette propriété pour tout ensemble Z. Et toute application G et H de Y dans Z qui vérifie que G rond F est égal H rond F, alors on a G égale H. Entre guillemets, on a une sorte de simplification à droite. Si pour toute fonction vérifiant cette condition, on a nécessairement l'égalité de ces deux fonctions, alors cela équivaut à dire que f est une fonction surjective de x dans grand Y. On a également des équivalences pour la notion de surjection et d'injection en termes d'inversibilité. Si vous êtes vraiment chaud, je vous laisse les mettre en commentaire. Si vous êtes curieux sur cette question, n'hésitez pas à bombarder les coms, je le préciserai peut-être dans une autre vidéo. La prochaine, on parle de la bijection et de comment, dans la pratique, on peut montrer que des applications sont injectives ou surjectives ou bijectives. Keep in touch, la bise!